m'appelle Sarah Bosman, je suis cosmologue à UCL. Plus fort et plus près du micro, s'il vous plaît. Merci d'être tous là ce soir. C'est ma première conférence en français, donc je vais me pardonner les anglicismes si j'en fais trop. Et ce soir, je vais parler donc de la cosmologie après les 5 dernières minutes, l'histoire de l'univers en excluant les tout débuts. Excusez-moi, vous entendez là-haut? Allô? Ça va mieux là? Tout près. Bon, bonsoir, je m'appelle Sarah Bosman, je suis cosmologue à UCL. Et ce soir, je vais faire un petit récapitulatif de ce qu'on sait de l'histoire de l'univers et de la cosmologie, en excluant les 5 premières minutes après le Big Bang, pour des raisons qui seront évidentes. L'univers est rempli d'une quantité immense de choses, que ce soit des montagnes à la mer, des gens, des arbres, la vie sur Terre, et tout cela est coincé à la surface d'une toute petite planète. Il suffit de regarder vers le ciel pour voir qu'il y a beaucoup plus dans l'univers que ce qu'on voit autour de nous. Nos étoiles la plus proche, le Soleil, et bien sûr la nuit, beaucoup d'autres étoiles qui sont elles aussi des étoiles comme la nôtre, la plupart d'entre elles entourées de planètes comme notre Soleil entourées d'un système solaire. Et toutes les étoiles que l'on voit dans le ciel la nuit font toute partie de notre galaxie, la Voie lactée, qui en compte à peu près 40 milliards. Mais même en dehors de notre galaxie, on sait depuis à peu près 70 ans qu'il existe beaucoup d'autres galaxies en dehors de la Voie lactée. Il suffit de choisir un petit point entre les étoiles de la Voie lactée, pointé dans un endroit qui à nos yeux semble complètement noir. Et si on choisit un endroit bien sombre et qu'on pointe un télescope pendant assez de temps, on attend que la lumière arrive, on obtient des images comme celle-ci. Du télescope passé à Hubble, le Deep Field. Et maintenant, dans cette image, on voit en dehors de notre galaxie, et chaque point de cette image est une galaxie en elle-même. Comme la Voie lactée, certaines d'entre elles sont similaires à la Voie lactée, comme certaines galaxies spirales qu'on voit de côté, comme on voit la Voie lactée en termes de lignes sur le ciel, parce qu'on la voit de coin. Certaines spirales nous font face, on peut voir beaucoup plus de structures à l'intérieur, des bras, des centres. Certaines galaxies sont plus elliptiques, il y en a des bleus, des jaunes, des rouges, des blanches, une quantité incroyable de matière dans notre système solaire, dans notre galaxie, et beaucoup de galaxies en dehors également. Et la question fondamentale de la cosmologie, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là? D'où est-ce que tout ça est venu? Comment est-ce qu'on est arrivé à un univers si complexe, si plein de choses? Et comment était l'univers par le passé? Et comment est-ce qu'on va rechercher ce passé? Notre outil le plus utile, ce sont les observations. C'est-à-dire, puisque la lumière, à échelle cosmique, voyage assez lentement, toutes les choses qu'on voit en dehors de notre galaxie, on les voit comme elles étaient il y a longtemps, parce que la lumière a mis beaucoup de temps à arriver de ces galaxies jusqu'à nous. Comme une très ancienne lettre à la poste, postée d'Australie, qui met beaucoup de temps à arriver, on voit ces galaxies comme elles étaient à l'époque où la lumière a commencé son voyage vers nous. Et c'est ainsi que plus un objet est lointain, plus on le voit tel qu'il était dans un univers jeune. C'est-à-dire que, et comme, mais malheureusement, plus les objets sont lointains, moins ils sont brillants. C'est-à-dire que comme un archéologue qui a besoin de creuser de plus en plus profond pour trouver des couches d'histoire de plus en plus anciennes, les cosmologues ont pu avoir des télescopes de plus en plus puissants pour des objets de plus en plus faibles et voir des couches de plus en plus anciennes de l'univers, des couches de plus en plus primordiales, avec un univers de plus en plus ancien comparé à nos jours. Et on s'est rendu compte très vite que l'univers n'était pas le même dans le passé. Les objets qu'on voit à une certaine distance, si on prend tout l'univers qui est distant à une certaine époque, ne contenaient pas les mêmes galaxies, les mêmes types d'étoiles qu'on a aujourd'hui. Il pouvait y avoir moins de galaxies elliptiques, plus de galaxies spirales, différentes tailles de galaxies, différents types, plus de galaxies régulières, etc.
Et grâce à cette progression incroyable des 40 dernières années, tous les télescopes successifs que les astronomes ont obtenus, on a pu reconstituer couche par couche, époque par époque, cette histoire de l'univers et toutes les phases par lesquelles il est passé. En plus de ces observations, récemment, un des grands triomphes des 10 dernières années en cosmologie a été l'apparition de supercalculateurs assez puissants pour tester nos théories avec des univers fictifs. C'est-à-dire qu'après avoir obtenu ces observations de l'évolution de l'univers, les cosmologues ont créé des théories pour expliquer ce processus, cette évolution. Mais pour tester ces processus et ces équations, il fallait vraiment des supercalculateurs qui tiennent en compte tout et qui puissent être assez puissants pour recréer des univers entiers, voir si nos théories marchaient. Ici, par exemple, je montre une petite galaxie d'une simulation qui est assez semblable à celle-ci. Et on en verra plus tard. Mais bien sûr, le grand avantage des simulations, c'est qu'on peut accélérer le temps. Quand on voit l'univers couche par couche, chaque galaxie en elle-même ne change pas. Si on revient le jour d'après, c'est toujours la même. C'est seulement d'une époque à l'autre qu'on voit cette évolution. Si on veut voir comment une galaxie se transforme au fil du temps, il faut accélérer le film. Et c'est à ça que servent les simulations. On peut voir cette évolution de façon plus pratique. Il faut simplement avoir des images séparées. Donc ce soir, je vais vous résumer les résultats de ces 20 dernières années de cosmologie observationnelle après les 5 premières minutes. La raison pour laquelle je commence après les 5 premières minutes, il y a 2 raisons. La première, c'est que, comme vous le savez sans doute tous, l'univers est en expansion. On s'est rendu compte depuis presque 100 ans maintenant que toutes les galaxies, y compris la nôtre, sont en train de s'éloigner les unes des autres. Et donc, par le passé, elles étaient plus proches. C'est la théorie du Big Bang. Que si on remonte encore avant, les galaxies étaient encore plus proches, et donc à un moment, toute la matière était réunie en un tout extrêmement dense. Malheureusement, nos théories physiques ne peuvent décrire la matière que jusqu'à un point. Le point qu'on a testé dans nos laboratoires sur Terre correspond à peu près à la fin des 4 premières minutes. C'est-à-dire que en remontant jusqu'à la singularité primordiale, l'état de la matière était extrêmement exotique. Les forces dont il faut tenir compte pour ces premières secondes sont beaucoup moins bien connues que ce qui est venu après. En fait, pour ce qui est d'après les 5 premières minutes, on peut résumer en gros la physique et qui va se passer les grandes lignes de l'histoire universelle par 2 grandes lois et 2 ingrédients principaux. Donc la raison pour commencer après les 5 premières minutes, c'est que de 1, les 5 premières minutes sont beaucoup plus compliquées que ce qui a suivi. En termes il faut aussi tenir compte de la physique atomique, de la chimie, de toutes sortes de choses très compliquées qui méritent leur conférence à elles tout seul. Et la deuxième raison, c'est que c'est beaucoup moins bien testé que le reste. Parce que ça dépend de physique qu'on ne peut pas reproduire dans nos laboratoires. Ce sont des modèles physiques beaucoup plus abstraits, beaucoup plus théoriques. Alors que ce qui est venu après dépend des 2 grands principes de la gravité et de la thermodynamique, qui sont relativement simples et très bien testés. Alors, je ne vais pas prendre le temps dans cette conférence d'expliquer à chaque étape comment est-ce qu'on sait que cette histoire est celle qui est arrivée, parce que ça prendrait encore une conférence séparée, de montrer toutes les images d'accumulation des données qui ont mené à cette grande histoire. Mais je vais résumer le pourquoi des grandes lignes en partant de concepts physiques simples. Donc je vais faire un petit résumé physique. Et je crois qu'il y avait plus d'équations dans l'introduction avant moi que dans ma conférence. Donc j'ai plutôt sous-estimé l'audience. Il n'y a pas d'équations. Mais en gros, en utilisant seulement ces 2 grandes lois et ces 2 ingrédients, on peut comprendre les grandes lignes de cette évolution. Les 2 grandes lois dont il s'agit sont la gravité et la chaleur, c'est-à-dire la thermodynamique, c'est-à-dire l'électromagnétisme, c'est-à-dire 2 forces qui, toujours dans l'histoire de l'univers, vont s'opposer. La gravité fait que la matière attire la matière. S'il y a plus de matière, ça s'attire plus. C'est une force qui rassemble la matière. La force de l'électromagnétisme et de la thermodynamique s'oppose à ce mouvement parce que la chaleur au niveau moléculaire, il s'agit en fait d'agitation.
il y a beaucoup d'énergie thermique, d'énergie kinétique thermique dans le gaz, qui le fait bouger de manière aléatoire. Et quand le gaz est très chaud, n'importe quelle matière est très chaude, toutes ces forces aléatoires empêchent le gaz de se contracter trop. Parce que les particules commencent à se cogner entre elles, et comme elles ont beaucoup d'énergie, ça repousse, on ne peut pas continuer à compresser. Et donc il s'agit de l'équilibre entre ces deux forces qui va guider l'histoire de l'univers. À la fin des 5 premières minutes, et on ne va pas parler de comment on est arrivé là, on se retrouve avec toute la matière a été générée. Il y a de la matière dans l'univers, la matière est assez homogène, et la matière est divisée en deux types, deux grands types. La matière normale, c'est-à-dire la matière baryonique, dont nous sommes tous faits, qui à l'origine est de la matière très pure, seulement de l'hydrogène et de l'hélium, un tout petit peu de reste, mais en très grande majorité de l'hydrogène et de l'hélium, la matière la plus simple qui existe, un gaz complètement pur et lisse. Et l'autre composant, la matière sombre. Ces deux matières se ressemblent beaucoup, elles n'ont qu'une seule différence majeure, mais qui va être très importante pour ce qui va suivre. Toutes ces deux matières ressentent la gravité, c'est-à-dire qu'elles sont attirées par elles-mêmes et l'une par l'autre, et la matière sombre par elle-même, etc. Elles ressentent la gravité ensemble, mais la matière sombre est incapable de ressentir cet effet thermodynamique de chaleur. Elle ne peut pas être compressée pour se réchauffer, elle ne peut pas être dilatée pour se refroidir. Elle garde toujours la même quantité d'agitation interne. Et donc, c'est la seule différence entre les deux. La matière baryonique, à la fin des 5 premières minutes, est créée à une température très élevée, mais elle peut, avec le temps, avec l'extension de l'univers, refroidir très lentement, alors que la matière sombre commence à une température basse qui ne changera jamais. Et c'est cette propriété qui va donner le commencement de notre histoire. Alors, dès le départ, ces deux matières sont mélangées dans l'espace. Elles existent toutes les deux, elles sont assez homogénéisées, mais la matière baryonique, la matière normale, est trop chaude pour commencer à ressentir la gravité. Elle est tellement chaude qu'elle brille, comme un métal que l'on chauffe et qui émet de la lumière. Cette matière baryonique commence tellement chaude, bien qu'elle soit très simple, elle émet de la lumière. Elle ne peut pas répondre encore à l'appel de la gravité. Elle est simplement trop aléatoire. Alors que la matière sombre étant déjà froide, va commencer à s'attirer entre elles-mêmes. Et bien que le début soit extrêmement lisse, il y a de toutes petites variations dans notre univers, de tout petits endroits où il y a un tant soit peu plus d'atomes. Et c'est ce que cette simulation va montrer. Donc, dans cette simulation, plus c'est blanc, plus il y a de la matière sombre dans cet endroit. Et dans les vues très lisses, la matière sombre va commencer à s'attirer elle-même. Donc à chaque endroit où il y avait un tout petit peu plus de matière au début, va commencer à siphonner ce qu'il y a autour et à se rassembler dans cette immense structure avec des nœuds, des filaments et des vides que l'on appelle la toile cosmique. C'est la plus grande et la plus ancienne structure de l'univers. Elle a commencé à se créer dès que la matière sombre existait. Et elle continue jusqu'à nos jours de remplir l'univers et de relier tous ces centres un peu plus lourds que le reste. À l'époque, la matière baryonique remplissait aussi cet espace, mais elle était tout simplement trop chaude pour réagir et pour former ces structures. Donc au début, la toile cosmique était constituée uniquement de matière sombre. Là, on zoome pour montrer certains filaments, des corps un peu plus, des nœuds un peu plus épais que les autres, et plein de petits points. Si je ramène au début, on peut voir que dans les vues très lisses, dès qu'il y a une toute petite perturbation, ça va commencer à s'attirer. Parce que si vous êtes au début de l'univers et qu'à côté de vous, d'un côté, c'est un tout petit peu plus lourd qu'à droite, vous allez aller du côté où c'est plus lourd. Et très vite, on a cette toile qui se forme. Donc pendant ce temps, la matière baryonique ne fait pas grand-chose. Donc voici une simulation plus détaillée de cette toile au tout début, qui montre ces filaments, ces petites bulles, ces nœuds. Et si on zoome en arrière, on se rend compte qu'en fait, ça reste extrêmement homogène dans les grandes échelles. Ça a seulement commencé à coaguler dans des toutes petites échelles, comme une sorte de texture bulle.
qu'il y a dans l'univers en ce moment, il n'y a pas grand-chose. C'est ce qu'on appelle les âges sombres. Et c'était 500 millions d'années à peu près rien. La matière baryonique ne fait que refroidir très lentement. L'univers s'étend. Un gaz qui s'étend refroidit. Ça prend beaucoup de temps pour que ça arrive. Rien ne se passe, sauf une chose. Certains d'entre vous reconnaissent ceci, c'est le fond micro-ondes cosmique. C'est la seule chose que la matière baryonique fait pendant cette époque. À peu près 300 000 ans après le Big Bang, elle devient juste assez froide pour ne plus briller. Donc, comme on parlait du métal qu'on chauffe trop et qui brille, la matière elle-même était une analogie pour ça. Imaginez que vous êtes dans un champ et il y a du brouillard. C'est un champ infini. Vous arrivez à imaginer un champ infini. Il y a du brouillard partout, vous voyez que vos pieds. Dans le champ, il y a aussi quelques arbres à différentes distances. Mais quand il y a du brouillard, vous ne les voyez pas. Parce que pour voir un objet, il faut que la lumière rebondisse de cet objet jusqu'à vos yeux. Alors que pour l'instant, la lumière des arbres ne fait que se perdre dans le brouillard autour. Elle n'arrive pas à arriver jusqu'à vous. Donc même si le brouillard est blanc, vous ne voyez pas à travers, vous voyez que vos pieds. Bon, maintenant imaginons que tout le brouillard disparaisse au même moment, d'un coup, partout. Tout d'un coup, il n'y a plus de brouillard nulle part. Mais vous n'allez pas tout de suite voir tous les arbres. Parce que les arbres qui sont très lointains, bien qu'il n'y ait plus de brouillard entre vous et l'arbre, cette lumière n'a pas encore eu le temps de vous attendre. Donc la lumière n'est plus bloquée dans le brouillard, mais elle n'a pas encore traversé toutes ces distances jusqu'à vous. Donc vous ne voyez pas les arbres lointains. Vous voyez d'abord les arbres proches, et au-delà de ça, vous allez voir comme un fond de brouillard, une sorte de barrière qui vous bloque la vue de ce qu'il y a derrière, même s'il n'y a plus de brouillard. Vous le voyez encore parce que l'information ne vous a pas encore atteint. Et c'est exactement ce qu'on voit dans le fond micro-ondes cosmique, c'est exactement ça. Le brouillard qui remplissait l'univers, c'est 300 millions d'années après le Big Bang, brillait comme un brouillard, et puis d'un coup, il a disparu, il n'existe plus, mais on continue à voir ce fond dans toutes les directions où on regarde le ciel, on voit ce fond autour de la Terre, qui est en train de s'éloigner de nous, à la vitesse d'une année-lumière par an. C'est-à-dire que chaque jour, un peu plus de lumière nous atteint, notre univers observable grandit un tant soit peu, et on voit un tout petit peu plus loin. Ce mur recule très 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 lentement. C'est pour ça qu'on appelle le fond micro-ondes cosmique la plus ancienne chose observable, même en théorie, parce que ce qu'il y avait avant, c'est perdu dans le brouillard qu'il y avait à l'époque. C'est seulement à partir de ce moment que la lumière traverse même du tout l'univers. Mais après cette petite transition, il ne se passe pas grand-chose. Nous sommes dans les âges sombres cosmiques, la première moitié du premier milliard d'années. Il y en a 13 à faire, 13,7. Donc, vous n'avez que le début. Voilà. Des choses intéressantes commencent à se passer. Parce que, éventuellement, la matière baryonique s'épand assez, elle est enfin assez froide pour commencer à répondre à la gravité. Et on va commencer à avoir ce processus qui va avoir lieu pendant l'univers jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'un des processus les plus anciens de l'univers, la formation des étoiles. Donc une fois que ce gaz a assez refroidi, la toile cosmique des matières sombres est déjà en place, et la matière baryonique va commencer à suivre la gravité de cette toile. Donc imaginez que vous soyez un petit atome d'hydrogène qui habite ici. Tout d'un coup, vous êtes assez droit et vous commencez à ressentir une attraction gravitationnelle vers la gauche. Vous allez vous diriger vers ce point. Et toute la matière qui se situe autour de ce nœud va se diriger et converger dans les nœuds de la toile cosmique. Donc voilà notre simulation qui montre cette matière baryonique. Donc pour l'instant, elle ne suit pas encore la taille de la toile cosmique, mais quand la température diminue assez, elle va commencer à... je crois qu'on peut baisser la lumière. Je vais vous encore mieux voir. Voilà. Je rallume dans 5 minutes, mais il est pas. Oui, voilà, donc la matière baryonique commence à savoir où est la toile cosmique, elle commence à se rabattre sur ses nœuds et à converger dans des tout petits coins, dans des tout petits nœuds. Donc on voit ici, ça devient un peu jaune, c'est parce que c'est là que les premières étoiles ont commencé à se former.
Et si on zoome un peu plus, voilà un de ces nuages primordiaux de formation d'étoiles. Ils ne sont pas forcément parfaitement sphériques, ça c'est pour la simulation, il peut avoir d'autres formes également. Et encore là, plus c'est blanc, plus il y a de matière à cet endroit. Et si on laisse ce gaz se regrouper et suivre la gravité, une fois qu'il est suffisamment froid, on voit l'effet de la thermodynamique qui crée toute cette turbulence, tout ce mouvement compliqué, chaotique, mais grâce à la gravité, certaines parties de ce gaz vont réussir à se combiner et à donner naissance à des endroits de plus en plus denses. Ici, on va changer l'échelle et on va zoomer un peu, j'espère. Et donc, quand le gaz devient assez dense et qu'il est assez froid, il va se transformer en étoile. Et ici, on voit une toute première étoile qui s'est formée juste là, et une deuxième autour. Et on voit que dès que les étoiles commencent à naître, elles commencent à aspirer tout le gaz qu'il y a autour, commencer à l'éjecter, commencer à avoir des tourbillons, toutes sortes d'instabilités gravitationnelles et dynamiques. Et les étoiles commencent à s'éjecter les unes des autres parce qu'elles se tournent autour trop vite. C'est comme le principe des missions spatiales qui fait tourner autour des planètes pour les éjecter. Ces étoiles s'éjectent les unes des autres. Certaines étoiles gardent des disques autour d'elles qui pour l'instant ne sont faits que d'hydrogène et d'hélium, mais dans le futur ces disques sont beaucoup plus importants. Et donc c'est ainsi que les étoiles naissent dans des gaz, dans des nuages de gaz moléculaires, des nuages de gaz très froids et très denses, et en groupe. Donc les étoiles naissent toujours en groupe. Donc on peut remettre la lumière. Et ce processus va se répéter tout au long de l'histoire de l'univers. Ça commence à peu près à cette époque, mais notre Soleil aussi est né dans un groupe pareil, généralement quelques centaines à quelques milliers d'étoiles, qui, une fois qu'elles sont nées, ont commencé à détruire leur nuage d'origine et à se séparer pour ne jamais se revoir. Par exemple, s'il y a des astronomes amateurs parmi vous, les Pléiades viennent de finir de disperser leur nuage d'origine. En fait, à l'apparition de l'homme sur Terre, elles n'avaient pas fini, donc les Pléiades n'auraient pas ressemblé à un groupe d'étoiles, elles avaient encore une nuage. C'est tout récemment qu'elles ont réussi à détruire leur nuage, alors que la nébuleuse d'Orion, elle n'a pas encore fini. Il reste des nébulosités qui vont soit se transformer en étoiles, soit se faire éjecter. Et notre Soleil aussi. On a commencé à trouver dans notre coin de la Voie lactée d'autres étoiles qui seraient nées du même nuage primordial que le Soleil. Donc des frères et sœurs qui se sont dispersés au fil du temps, mais qui sont encore pas trop loin de nous. Et donc ce processus commence. C'est ce qu'on appelle l'aube cosmique. Parce qu'entre-temps, ces étoiles se forment, et elles ne sont pas formées en galaxies encore, c'est juste des tout petits groupes d'étoiles dispersés un peu partout dans l'univers. C'est des petits groupes, c'est pas encore des galaxies. On pourrait les appeler des proto-galaxies, mais pas vraiment, elles sont vraiment toutes petites. Mais entre-temps, l'univers a tellement refroidi, cette matière baryonique qui remplit l'univers a tellement refroidi qu'elle est redevenue opaque, elle est noire. Elle arrête toutes les radiations qui peuvent passer à travers. Elle est devenue atomique, moléculaire. Donc l'univers lui-même ne laisse plus passer la lumière. Ces groupes d'étoiles ne peuvent pas se voir entre eux. Et donc, le dernier grand changement global de l'univers, ça va être quand ces premières étoiles arrivent à détruire ce gaz noir et à rendre l'univers transparent une deuxième fois, proprement, ce qu'on appelle vraiment l'aube cosmique ou la réionisation. J'ai encore un film. Vous voulez, si vous me montrez comment faire. Non, j'y vais. Donc, dans ce film, on va voir un cube, ça va être assez clair. Voilà. Donc, Je reste là. Donc, dans ce cube, il y a plein de petites choses dispersées un peu partout. Et vous allez voir que ça commence à tourner. Chaque petit groupe commence à détruire le gaz autour de lui-même. Donc chaque petit groupe crée une sorte de petite sphère où la lumière ultraviolette des étoiles arrive à détruire ce gaz dans des régions de plus en plus grandes. Et vraiment, pour la première fois, la lumière stellaire peut traverser l'univers jusqu'à ce qu'il reste encore
petits morceaux de gaz opaques à travers l'univers qui nous empêchent de voir certaines parties. Mais assez vite, ces bulles vont se toucher, elles vont commencer à créer des espaces plus grands. Ici, quand c'est rose, c'est du gaz qui est un peu chauffé. Et finalement, les étoiles vont gagner, elles vont réussir à détruire tout le gaz opaque et la réionisation est finie. Et clairement, c'est la partie la plus cool de l'histoire parce que c'est sur quoi je travaille. Donc, ça marche, ce processus, parce que ces étoiles primordiales sont très différentes des étoiles qu'on a aujourd'hui. Il faut mettre un peu de lumière. Je rallume. La lumière soit. Voilà la lumière soit, exactement. La lumière fuit dans l'univers. Donc tu traversais l'espace. Oui, donc ces étoiles primordiales n'étaient pas comme les étoiles d'aujourd'hui. Elles avaient une composition très pure à base d'hydrogène et d'hélium. Il vaut mieux que je reste là-bas. Non, ça va. Je vais montrer comment faire sinon. Oui, donc, parce qu'elles sont très pures, ces étoiles arrivent à atteindre des tailles beaucoup plus élevées que les étoiles qu'on a aujourd'hui. Parce que ce qui aide les étoiles à refroidir, comme certains d'entre vous savent, plus une étoile est faite de matériaux pollués et de métaux lourds, plus elle aura facile à refroidir. Mais si l'étoile est très pure, elle a beaucoup de mal à refroidir. Donc elle peut avoir une taille beaucoup plus grande parce que la chaleur lui permet de résister à la gravité. Ces étoiles primordiales auraient pu être 1000 ou 10 000 fois plus grandes que les étoiles géantes qu'on a aujourd'hui. C'était vraiment des monstres. Mais parce que ce processus de réalisation bloque une partie de ce qui est visible, on n'a pas encore réussi à les voir directement, mais bientôt. Tout doucement, on est en train d'arriver à ce qui est observable, parce que maintenant la lumière peut traverser l'univers et on peut commencer à voir les choses de façon pratique avec des télescopes. Surtout les premières galaxies. Dès qu'on a des petits groupes d'étoiles, en suivant le même principe, les petits groupes d'étoiles dispersés un peu partout, on commence à être attirés les uns aux autres. Et dès qu'on a 1000 ou 10 000 étoiles en un endroit, avec un peu de chance, on peut commencer à les trouver. Et on les a trouvés. En tout cas, ça commence. Voici deux exemples des 5 dernières années. Surtout celui-ci, du nom de Max 1149, qui a été trouvé par notre groupe à UCL, qui est en plein dans cette époque de la réalisation. Dans une des bulles où la lumière échappe déjà, on arrive à trouver ces petits groupes très très difficiles à trouver et très difficiles à confirmer. Et on peut voir directement que ce n'est pas des galaxies qui ressemblent à ce qu'on a aujourd'hui. Ce n'est pas des spirales, ce n'est pas des globes. Elles sont très très irrégulières, il y a plein de structures étranges là-dedans. Elles sont encore très petites et elles n'ont pas encore de structure comme on voit aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait que des petits blocs comme ça. C'est tout ce qu'on trouve à cette époque. Mais très vite, et de façon très chaotique encore, comme notre formation d'étoiles, ces petits groupes vont se rassembler en amas de plus en plus grands et former ce qu'on appelle des protogalaxies, et des galaxies de plus en plus grandes dans cette époque de l'assemblage des galaxies, qui va durer à peu près 2,5 milliards d'années, jusqu'à ce que des galaxies spirales, comme celles avec lesquelles on est plus familier aujourd'hui, commencent à exister. Et le principe est le même. Maintenant, la toile cosmique contient des petites étoiles dispersées un peu partout. Et ces étoiles vont se rassembler vers des nœuds de plus en plus grands, et toutes converger dans des endroits en venant de plein de directions différentes. C'est un processus très très chaotique et qu'on a vraiment commencé à comprendre que ces dernières années grâce à des meilleurs supercalculateurs. Et là, j'ai un film. Là, on a pointé notre caméra virtuelle vers un de ces endroits, un de ces nœuds. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose dedans, mais on sait que c'est là que ça va se former. Et on va voir que tous ces petits groupes, donc ici je montre le gaz, mais tous ces endroits qui sont très denses, tous ces petits points, contiennent déjà des petites populations stellaires. Et elles vont toutes commencer à tomber vers ce nœud. C'est Millennium? Non. C'est Eagle. C'est écrit là. Ah ouais. J'essaie de mettre le crédit partout. Donc on voit que ce nœud va commencer à rassembler
plein de filaments qui tombent de plein de directions différentes, il y en a un là, il y en a qui tombent d'en haut, d'en bas, en arrière, c'est en 3D, donc ça commence vraiment à tous se rassembler. Là on pose pour montrer où sont juste les étoiles, et très vite, il y a eu un disque. Une fois que le disque tourne, il continue à siphonner tout ce qui passe à proximité, comment dire, en absorbant des galaxies plus petites, ou de galaxies même de taille similaire, il peut y avoir des collisions entre des grandes galaxies aussi. Et la galaxie va continuer à tourner assez lentement à l'échelle cosmique et assez vite à l'échelle de cette simulation. On se retrouve avec un petit disque. Ces simulations nous permettent de comprendre aussi pourquoi tant de galaxies sont des spirales. Parce que si je le remets au début, vous allez voir qu'au début, ce n'est pas le cas. Ce petit bloc au centre n'est pas une spirale, il ne tourne pas, il n'est pas une direction préférée. C'est juste le chaos dans le centre. Et ça va vraiment commencer à avoir une direction préférée, commencer à avoir une forme quand ce gars va passer à proximité. Parce que quand ce gars passe à proximité, elles vont s'accrocher de manière rasante et commencer à se tourner autour et créer du moment rotationnel. Et une fois que la galaxie tourne, bien sûr, dans l'univers, il n'y a rien pour l'arrêter, elle va continuer à tourner pour toujours. Donc tout ce qu'il faut pour qu'une galaxie soit une spirale, c'est qu'à un moment dans sa formation, elle soit tombée vers une autre galaxie et qu'elle s'est un tout petit peu ratée. C'est comme si moi j'essaie d'aller tout droit, et il y a quelqu'un qui essaie de me passer à côté en parlant tout droit, on se dirige à peu près les uns vers les autres, mais après si on se prend par la main comme ça, quand il passe près, on va commencer à se tourner autour, même si on essaie de marcher droit. C'est le même principe. Ces deux galaxies passent très l'une des autres, et elles s'accrochent, formant un effet de rotation que rien ne peut arrêter après ça. Donc, 3 milliards d'années sont passées, 1, 2, 3, et l'univers commence à ressembler à peu près à ce qu'on voit aujourd'hui. En tout cas, il y a quelques galaxies dedans. Il y a des galaxies spirales qui sont faites d'étoiles différentes des nôtres, elles sont encore très pures, mais l'univers est au moins transparent, au moins il y a des galaxies. C'est déjà ça. Ce qui va se passer après, c'est une évolution du nombre de galaxies et du type de galaxies. Et c'est vraiment ce processus ici qui a été un triomphe de la technologie internationale ces dernières années. Il suffit de comparer par exemple un oscilloscope Deep Field de Hubble et la variété de galaxies qu'on voit à l'intérieur, et à droite ce sont des galaxies tirées d'une simulation de cet assemblage galactique. Et on retrouve exactement les mêmes. On retrouve des spirales avec différents types de bras, différents types de barres, différentes tailles. On retrouve des galaxies elliptiques, de différentes élongations, et on retrouve même des galaxies irrégulières. Généralement, ça arrive quand les galaxies viennent de se collisionner entre elles. Donc, on a réussi, dans ce modèle d'assemblage hiérarchique des galaxies, à reproduire la diversité que l'on voit aujourd'hui. Mais il y a eu des phases. Par exemple, au début, il n'y avait pas de galaxies elliptiques. Il y avait juste des petits globes. Après, les petits globes sont apparus des galaxies spirales. Et seulement après, avec beaucoup de galaxies spirales convergeant ensemble, on a commencé à avoir des galaxies grandes, elliptiques, sphériques, comme celles qu'on voit en fond dans notre écran ici. Et ça arrive quand les galaxies spirales déjà bien formées se collent entre elles trop de fois. Ici, j'ai une simulation très simple de la NASA. Non, pas besoin de laisser la lumière pour celle-ci. Voilà. C'est un modèle très très simple avec deux galaxies spirales qui vont se rentrer dedans et ça coupe à des vraies photos. Donc voici deux galaxies qui s'approchent, elles commencent à se toucher. On tourne un peu, une vraie image. Et quand ces galaxies se combinent, tous ces bras spiraux commencent à être catapultés, et des effets de collision et des effets gravitationnels qui éjectent, qui créent ces belles antennes, il y a la galaxie des antennes. Et au final, parfois les galaxies se mélangent et deviennent un tout qui n'est plus une galaxie spirale, ça devient une galaxie elliptique. Mais parfois, elles arrivent à se remettre. Si on a un peu de chance, c'est que ça arrive une ou deux fois. Notre galaxie, par exemple, a eu une collision avec une galaxie d'à peu près la même taille, vers un tiers de sa vie, mais elle a réussi à s'en remettre et à refaire un disque après. Donc elles sont passées à côté des autres, à côté l'une de l'autre, mais ce n'était pas une collision frontale, donc elles ont réussi à se retourner autour et à refaire une galaxie spirale. En suivant cette logique,
qu'on va arriver à l'ère qui a suivi. Parce que bien que l'univers ressemble assez à ce qu'on a aujourd'hui, il s'est passé des choses. On n'est pas encore à la fin de l'aventure. Il y a eu une ère à la fin de la première moitié de l'univers, qu'on appelle l'ère des superamas, qui est un peu embarrassante. L'univers avait un peu trop d'énergie, c'était l'adolescence de l'univers. Et c'est par le même principe que les galaxies spirales ont commencé à créer des galaxies elliptiques. Les galaxies elliptiques, ensemble, ont donné les premiers superamas. C'est quand vraiment, comme celui-ci, c'est quand vraiment les galaxies sont tombées dans les nœuds les plus lourds de la toile cosmique. Ça a commencé à arriver à peu près à cette époque. Et voici, la Voie lactée n'est pas dans un superamas, on est en périph'. Notre superamas le plus proche, c'est celui-ci, c'est le superamas de la Vierge. Donc chacune des galaxies sont beaucoup plus grandes que la Voie lactée. Même si cette petite elliptique-là contient à peu près 100 voies lactées d'étoiles à l'intérieur, et les plus grandes jusqu'à 1000. 1000 voies lactées d'étoiles réunies en un endroit, des galaxies absolument monstrueuses. Et ces galaxies, au cours de leur formation, ont consommé à elles toutes seules, pendant cette ère des superamas, qui est aussi appelée l'âge d'or de la formation d'étoiles, ces superamas ont consommé la moitié de toutes les ressources utilisables pour créer des étoiles. Tout le gaz qui était assez pur et assez froid pour créer des étoiles pour toute l'histoire de l'univers, la moitié est partie à cause de ces superamas, dans cette ère des superamas. Et ça a fini très vite, parce que comme souvent dans l'univers, plus quelque chose est grand, plus ça finit vite. Les étoiles supergéantes ont des vies plus courtes, et les superamas ont fini de consommer leurs ressources très très vite après leur formation. Donc ce sont simplement des endroits dans la toile cosmique qui étaient particulièrement lourds. Malheureusement, j'ai modifié. Faut pas abuser. Donc cette simulation va montrer la violence de la formation de ces amas et vraiment la vitesse à laquelle ils ont réussi à consommer leurs ressources. Surtout à droite, on va voir le gaz. C'est pas la meilleure visualisation au monde, mais on peut voir les grandes lignes. Donc ici aussi, on a pointé la caméra à un endroit qui est très lourd, et chacun de ces petits blocs est déjà une voie lactée ou équivalente. Donc ces blocs en contiennent déjà une dizaine, une cinquantaine, et elles sont en train de toutes retrouver dans ce point en venant d'ici, de là et de là. Et c'est en 3D, ce qui n'est pas très bien montré par cette simulation. Mais on peut voir que dès que ces galaxies commencent à être à proximité les unes des autres, tout ce gaz, quand le gaz devient bleu, c'est qu'il n'est plus utilisable pour faire créer des nouvelles étoiles. Tant que le gaz est orange, c'est qu'il est en train de former des étoiles. Donc ces galaxies commencent à partager leur gaz, même si ce n'est pas évident en regardant seulement les étoiles. Le gaz qui entre est partagé entre les deux, les collisions sont extrêmement violentes, et ces galaxies créent des étoiles à une vitesse vraiment incroyable. Dans les plus grandes galaxies, dans les superamas, elles pouvaient créer jusqu'à 3 étoiles par jour en moyenne pendant des milliards d'années à cette époque. Donc elles transformaient ces ressources extrêmement rapidement, formant le plus d'étoiles possible. Mais très vite, vous voyez que le gaz s'épuise parce que ces processus sont tellement violents qu'il ne reste plus de ressources utilisables. Et on se retrouve avec une galaxie monstre juste au milieu. Et ces superamas sont toujours très rouges. Et je suis sûr que certains d'entre vous savent pourquoi. C'est parce que plus les étoiles sont jaunes, plus elles sont bleues. Donc quand une galaxie crée beaucoup d'étoiles, on voit seulement les jeunes, les bleus, qui sont beaucoup plus brillantes. C'est pour ça que la plupart des galaxies normales sont bleues. Mais celles-ci n'ont plus créé de galaxies depuis des milliards et des milliards d'années. Et il ne reste que les étoiles qui vivent longtemps, les étoiles rouges. Et donc cette ère des superamas, c'est fini de façon très très violente. Toutes les ressources ont été épuisées et elles n'ont plus créé de nouvelles étoiles depuis les 7 dernières milliards d'années à peu près. Nous sommes maintenant à la moitié de notre histoire de l'univers. Il y a eu cette petite phase de consommation des ressources à haute vitesse.
Mais notre Voie lactée y a échappé. Elle n'était pas dans un superamas, donc notre galaxie, même au jour d'aujourd'hui, n'a consommé depuis sa création jusqu'à maintenant qu'à peu près un tiers de ses ressources qu'elle peut transformer en étoile. Il reste 2 tiers. Donc, contrairement à ces superamas, la Voie lactée avance à une vitesse un peu plus raisonnable. Et on entre après cette ère des superamas dans ce qu'on pourrait appeler le cosmos contemporain. Les grands axes de l'univers sont en place, on est aussi loin de l'ère présente, mais plus beaucoup de choses ont changé depuis. Les grands types de galaxies étaient en place, notre galaxie a continué de tourner, continué d'absorber les plus petites galaxies. Il y a toute cette branche de l'archéologie galactique qui arrive à retracer exactement quand certaines parties de la Voie lactée nous ont rejoints, et on a vraiment fait des cartes, montrer quand, quel bras s'est formé, etc. Donc il y a beaucoup de détails dans l'assemblage de notre galaxie, mais à l'échelle cosmique, à partir de ce moment-là, ça a été un processus assez lent, assez régulier, d'enrichissement du gaz cosmique, de formation de nouvelles étoiles, formation de nouvelles planètes, à un rythme assez lent. Donc en parlant des planètes, parce que jusqu'à maintenant on n'a parlé que des grandes échelles des étoiles et des galaxies, mais bien sûr, il y a des planètes aussi dans l'univers. Et d'où est-ce que ça vient, tous ces métaux dans notre planète des faits? Donc, en simplifiant beaucoup, les étoiles sont nées à partir d'un gaz suffisamment pur. Au cours de leur vie, grâce à des réactions nucléaires, elles transforment ce gaz pur en gaz de plus en plus pollué, et elles stockent ce gaz pollué à l'intérieur de l'étoile, dans le cœur de l'étoile. Et quand les étoiles meurent, elles redispersent ce gaz dans la galaxie dans laquelle elles sont nées. Puis ce gaz éjecté, très lentement, la même histoire, va refroidir, s'épandre, puis recommencer à sentir la gravité, un endroit qui est un peu plus lourd que le reste, converger à cet endroit avec d'autres gaz, et recréer un nuage de naissance d'étoiles, comme au début. Et ce processus se répète, et le gaz devient de plus en plus pollué. Vraiment, tous les matériaux dont nous sommes faits, le carbone, l'oxygène, l'azote, à l'échelle cosmique, c'est de la pollution nucléaire. Et c'est moins de 1%. Et bon, en termes de nombre, d'où est-ce que ces atomes viennent? En simplifiant beaucoup, nos atomes ne viennent pas des étoiles naines, parce que les étoiles naines, bien qu'elles soient très efficaces, elles transforment tout leur fuel en pollution, mais elles ont des vies très courtes. Jamais, très rarement, elles meurent et relâchent leur pollution dans l'environnement. En fait, certaines étoiles naines vivent tellement longtemps, elles sont tellement efficaces à utiliser leur petite quantité, que même celles qui sont nées de l'eau cosmique ne sont toujours pas mortes. C'est toujours les mêmes étoiles. Elles ont fait qu'utiliser le même fuel encore et encore de façon très efficace. Donc elles ne contribuent pas beaucoup aux matériaux dont nous sommes faits. Et à l'inverse, les étoiles géantes sont à l'autre extrême, si elles sont trop grandes, elles sont très peu efficaces, c'est-à-dire qu'elles ne vivent que quelques centaines de millions d'années, ce qui est très peu. Parce qu'elles transforment juste moins d'1% de leur fuel en pollution, et après elles meurent. Et une fois que l'étoile meurt, il faut de nouveau attendre des millions et des millions d'années pour que le gaz refroidisse, qu'il retrouve un autre nuage de naissance. Et ce processus prend très longtemps. Avec les étoiles géantes, ce n'est juste pas assez efficace. Et donc la grande majorité des matériaux dont nous sommes faits, la Terre, toutes les planètes rocheuses, viennent des étoiles à peu près moyennes, un peu plus grandes que le Soleil, mais pas beaucoup. C'est des étoiles qui sont entre les deux extrêmes. Elles n'ont ni des vies trop longues pour contribuer, et elles ont une efficacité suffisamment grande pour transformer le carbone en particulier. Le carbone dont est fait la Terre, on estime qu'il est passé par entre 3 et 5 étoiles avant d'arriver dans notre forme. C'est-à-dire qu'il est passé par ce processus 3 à 5 fois. Le carbone est formé dans une étoile, il est dispersé, on reforme les étoiles, c'est dispersé, etc. Jusqu'à ce que ces nuages primordiaux contiennent assez de métaux rocheux de carbone pour créer des planètes avec. Donc une fois qu'on a ces métaux, on peut les arranger en planètes. Mais malheureusement, c'est une partie de cette présentation qui est très mal connue comparée au reste. La formation planétaire est encore un mystère.
ne sait pas, et comme vous l'avez dit au début, qu'il fallait juste connaître la gravité et la thermodynamique pour comprendre les grandes lignes, c'est pas vrai pour les planètes. Les planètes ont besoin d'autre chose pour se coller entre elles. Elles ont besoin de chimie, elles ont besoin d'électricité statique, elles ont besoin de forces un peu collantes pour qu'elles commencent à se former à partir de ces atomes qui sont dispersés. Mais le principe de base, on le connaît assez, même si nos simulations sont beaucoup plus rudimentaires, c'est un processus beaucoup plus difficile, il y a beaucoup plus de physique à inclure. Mais en gros, quand certaines étoiles naissent dans leur nuage d'origine, parfois elles emmènent un disque avec elles. Et dans ce disque, s'il y a assez de carbone, etc., on peut commencer à former des planètes. Ici, par exemple, celui-ci, il n'est pas très beau. Donc... Faut que j'y retourne? Non, celui-ci, il n'est pas très beau, donc c'est pas grave. Donc ici, il y a une étoile au milieu qu'on a masquée parce qu'elle serait beaucoup plus brillante que le disque qui est autour. On va voir que comme ça tourne, avec ses forces collantes, il y a un peu de turbulence, il y a un peu d'électricité statique qui joue, et on va pouvoir voir ces sortes de bras. Et dès qu'il y a assez de forces qui convergent tout au même endroit, on va avoir, allez, ça va être là, paf, des planètes qui collent à partir de ce gaz. Et ce qui est important, c'est que dès qu'elles sont nées, dès qu'elles ont la taille de quelques kilomètres, elles arrivent à nettoyer leur disque protoplanétaire, elles arrivent à creuser ce trou dans le disque protoplanétaire qui tourne comme ça autour de l'étoile, une sorte de vide qui est très distinctif quand les planètes viennent de se former et qu'elles commencent à creuser ces orbites. Et ce qui est bien, même si on ne comprend pas entièrement la physique qu'il y a derrière encore, ça reste mystérieux, c'est qu'au moins on commence à les voir. Donc, depuis 3 ans, le télescope ALMA nous donnait des vraies images en live de la formation planétaire. La première, c'était celle-ci. C'est la même chose, c'est s'il y a une étoile au milieu qu'on a masquée, et là on voit un disque de poussière qui est autour, et on voit, là, ça a été creusé par quelque chose. C'est très suspect. C'est quelque chose qui est passé autour 2 fois, parce qu'il y a au moins 2 traces là, et qui a siphonné cette orbite. Et donc c'est exactement ce qu'avait notre simulation là-haut, c'est ce trou dans le disque protoplanétaire qui nous dit qu'une planète vient d'apparaître. Et depuis, on en a une dizaine, donc on commence vraiment à avoir des vraies données pour avoir de meilleurs modèles. C'est le début. Et on ne sait pas exactement quand les planètes ont été possibles à former. Ça reste un mystère. On ne sait pas non plus quel genre de planètes peuvent être formées. Est-ce qu'on peut avoir des planètes faites uniquement d'eau, des planètes uniquement faites de gaz avec rien au centre? On ne sait pas grand-chose au final de la formation des planètes, et on ne sait pas comment est-ce que ça a été pour la première fois possible d'en faire non plus. En théorie, dès que le gaz est assez pollué, on pourrait faire des planètes à partir de ça, mais on ne sait pas comment est-ce que ce seuil a été franchi. Est-ce que ça a été dès le début? Est-ce que ça a été pendant l'ère des supernovas? Ou seulement après assez de processus de recyclage pour arriver à des densités assez grandes? On ne sait pas. Mais dans cette époque du cosmos contemporain, c'est là que beaucoup de planètes dans notre Voie lactée ont été formées. La grande majorité. Donc, la Terre, qui a été formée à peu près à cette époque. Donc le Soleil d'abord, le Soleil a emmené un petit disque protoplanétaire autour, et la Terre très vite, et après la Terre, la vie. Très vite, après la formation de la Terre, la vie est apparue. Ça surprend souvent les gens. Mais la vie sur Terre n'est pas récente à l'échelle cosmique. Ça fait 1/4 de l'histoire que la vie sur Terre existe. La vie terrestre, la vie intéressante, on va dire, est venue un peu plus tard, à la rigueur. Mais la vie elle-même est là depuis très 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 longtemps. J'ai mis quelques grands événements dans cette timeline, que je divisée en 2. Il est difficile de dire quand est-ce que la Voie lactée est née. Parce qu'au début, c'était juste des petits blobs un peu partout. On ne sait pas à quel blob on doit attribuer la naissance de la Voie lactée. C'est pas clair. Mais en tout cas, à cette époque, la Voie lactée a commencé à avoir un disque. Les étoiles du disque se sont mis en position déjà à peu près à cette époque. Ensuite, la dernière fois qu'on a eu une collision majeure avec une galaxie de la même taille, c'était à peu près là. Et les bras spiraux, les étoiles qui sont situées dans notre spirale, dans le bras de Persée, dans lequel le Soleil est, étaient déjà en place à cette époque et n'ont plus beaucoup changé depuis.
Donc après ça, les bras spiraux ont juste continué à tourner. Et donc avec ce processus d'enrichissement, on a eu le Soleil et la Terre. L'eau sur Terre est datée de plus tard, on ne sait pas exactement pourquoi. Est-ce que c'était une réaction chimique? Est-ce que l'eau a été apportée par les comètes? Ça reste un mystère. Mais très vite, après l'apparition de l'eau, la vie. Et la vie hors de l'eau, beaucoup plus tard. Les plantes, les animaux, des choses un peu plus intéressantes. Voilà. J'ai dizaines, mais il me reste du temps. Donc je vais aussi vous parler du futur. Vous allez bien. Donc voici ma grande timeline. Et ce qui est vraiment incroyable pour moi, c'est que nous sommes ici, tout au bout de cette histoire, et qu'avec les derniers télescopes, comme le télescope Keck et bientôt le James Webb télescope, on arrive à voir toutes ces couches de l'histoire, toutes ces couches à différentes distances, et chacune nous montre un univers légèrement différent, toute une progression de l'univers, et on arrive à voir maintenant jusqu'au tout début, à l'époque où les galaxies n'existaient même pas, c'était juste des petits blocs. Et pour mettre tout ça en perspective, j'aime beaucoup montrer cette image. C'est la fameuse carte de SDSS. Dans cette carte, il faut expliquer, mais ça vaut la peine. Dans cette carte, nous sommes au milieu, c'est ici, et les scientifiques se sont amusés à les mesurer selon l'angle du ciel. Donc ça c'est l'angle qu'on voit à partir de la Terre. Où sont les galaxies? De quelle distance elles sont? Donc plus c'est loin du centre, plus la galaxie est loin. Et ça nous donne l'angle sur le ciel. Donc c'est une carte. Et on voit que si on met un point à chaque endroit où on voit une galaxie, on voit très vite apparaître ces nœuds, ces filaments encre et ces vides. Entre ces filaments qui, jusqu'à aujourd'hui, les galaxies ont continué à suivre cette toile cosmique du tout début des 5 premières minutes jusqu'à aujourd'hui. Elles ont suivi ce guide pour savoir où se situer et où évoluer. Donc je trouve ça cool. C'est mon image préférée en cosmologie. Et puisqu'il me reste 5 minutes. Ouais, vous avez sorti une minute, 5 minutes. Parce que la question qu'on me pose tout le temps, c'est le futur alors. J'ai intégré ça à la fin. Donc si on allonge cette ligne, voilà. Nous allons du début à la. Ce qui est intéressant, c'est les 5 dernières minutes. Vous allez voir. C'est inclus. C'est gratuit. Donc si on allonge cette ligne, la prochaine grosse catastrophe qui va se produire au niveau de la Terre, ça va être à peu près au même moment. C'est une coïncidence. À peu près au même moment, le Soleil devrait exploser, le Soleil devrait mourir. Et à peu près au même moment, la Voie lactée va se cogner à notre voisine la plus proche, qui est aussi une galaxie spirale, légèrement plus grande que nous, et elles vont collisionner, elles vont se rentrer dedans. Ce ne sera probablement pas aussi cataclysmique que ça en a l'air, parce que les étoiles vont un peu se rater entre elles, elles vont même passer à travers comme juste à cause de la gravité, elles vont passer les unes à côté des autres. C'est pas comme si les étoiles allaient se cogner les unes aux autres, mais les galaxies vont se combiner, exactement. Elles vont se combiner, et on pense que le disque arrivera à survivre, donc à terme il y aura de nouveau un disque. Alors, on ne va pas se transformer en galaxie elliptique. Je me rappelle. J'ai pas réussi à trouver en français quel était le nom de cette galaxie combinée, parce qu'en anglais c'est Milky Way et Andromeda, donc on appelle ça Milkdromeda. C'est très très moche. Je sais pas comment on dit en français. Déjà mal parlé pour l'humanité. On a trouvé d'autres étoiles. Et après ça, j'ai rajouté des lignes. Voilà. La ligne d'après cette période potentielle appelée la Renaissance, dans lesquelles ces super-amas pourraient avoir une nouvelle vie, peut-être, c'est théorique, c'est pas sûr, mais la prochaine grande catastrophe sera à peu près ici, dans à peu près la durée de l'univers 2 fois. Notre Voie lactée ne formera plus de nouvelles étoiles. Elle aura épuisé toutes ses ressources, il n'y aura plus d'étoiles neuves, plus de planètes neuves. Ce sera la fin de la création d'étoiles. Mais c'est pas si mal, parce que les étoiles naines, comme je vous l'avais dit, vivent extrêmement longtemps. Et jusqu'à ce que la dernière étoile naine s'éteigne, il faudrait encore 500 lignes. Donc ça ira. C'est pas la cata. Il suffit de trouver une jolie étoile naine et orbiter pas trop loin, et on aura de la lumière. Jusqu'à le futur extrêmement distant.
Et là, c'est la fin. Vous avez plein de questions à poser. J'en ai une. Vous avez dit que les étoiles humaines, c'est pas terrible. Pourquoi ça vit très longtemps? Et c'est ça qui pose le problème? Oui, c'est exactement ça. C'est que ça vit très longtemps, du coup, ça ne relâche jamais les produits. Ah, d'accord. Ça bloque un peu l'information. D'ailleurs, on vient de trouver dans notre Voie lactée une étoile de deuxième génération. Une étoile qui a 10 milliards d'années d'âge. Elle vit depuis tellement longtemps. Donc, vous avez, sur un commentaire, vous avez parlé de la fin, là, et il y a une remarque de Woody Allen, vous savez, à propos de l'éternité. L'éternité, c'est très bon, surtout vers la fin. C'est un grand penseur. Bon, alors, des questions. Pierre Bach. Merci, c'est gentil. Tout d'abord, félicitations pour ce magnifique exposé et les séquences animées qui sont particulièrement parlantes. Et il y a un petit peu qui m'a surpris au tout début. Vous parlez de la matière sombre qui est froide, alors que je ne suis pas du tout un spécialiste, mais tout ce qu'on peut dire aujourd'hui dans la presse, même la presse spécialisée, on parle de la recherche de la matière sombre et on essaie de la mettre en évidence pour exactement savoir de quoi elle est composée. Apparemment, vous semblez être sûr qu'elle existe d'abord, puisque son existence est quelquefois mise en cause, et deuxièmement, qu'elle est froide. Et ça, c'est des faits nouveaux, du moins pour moi. Est-ce que vous pourriez commenter là-dessus? Merci. Ça prendrait une conférence entière. Mais l'existence de la matière noire n'est plus remise en cause. Bon, Personne. C'est la seule explication qui arrive à expliquer tous les problèmes de la gravité. Il ne suffit pas de changer la gravité. Ça fait presque depuis le début, on sait, les gens ont continué à se battre avec cette idée, mais avec les dernières découvertes, surtout de galaxies très extrêmes. Par exemple, on a trouvé une galaxie qui a à 99% de la matière noire, et notre galaxie qui n'est qu'à 1% de la matière noire. 99% des galaxies. Il y en a une. Ça arrive. À notre époque ou dans le passé? Non, dans notre époque, ce sont des galaxies mêmes qui sont dans des compositions très très étranges. Et si on ne fait que changer la gravité, on ne peut pas avoir les deux extrêmes. Soit la gravité est trop forte, soit elle est trop faible. Elle ne peut pas être les deux à la fois. Après, qu'elle soit froide, qu'elle sera froide, il n'y a pas beaucoup de débats. D'ailleurs, j'ai un fil. Bon, j'y retourne. Voici un exemple, c'est l'exemple typique qu'on donne pour décider si la matière noire est froide ou pas. Ça a un petit effet. Par exemple, ici, on a froid à gauche et chaud à droite, un peu plus chaud. Et on va voir qu'au final, on peut avoir une curve cosmique qui ressemble beaucoup, mais elle se met en place plus tard. Vous allez voir vers la fin. Ici, cette région est censée représenter l'environnement de la Voie lactée. Et au final, on va trouver deux halos au centre qui ont la même masse, donc ça va. On arrive à avoir des halos de la bonne taille avec de la matière noire plus chaude, mais il reste des grandes différences. Par exemple, entre la gauche et la droite, vous voyez tout de suite qu'à gauche, il y a beaucoup plus de satellites autour de la Voie lactée, beaucoup plus, 10 fois plus. Donc il suffit pour tester quel modèle est plus près de la réalité, il suffit d'aller autour de la Voie lactée et de les chercher et de les compter. Et on en a découvert beaucoup. C'est-à-dire qu'on avait une limite très claire que la matière noire doit être au moins aussi froide. On ne sait pas exactement la température, mais si elle est trop chaude, on n'aurait pas tous ces satellites. Déjà, on a une limite sur la température grâce à ça. C'est récent, cette découverte? Pas trop. Pas trop. Quand on parle de matière noire froide ou chaude, c'est relatif. On a déjà des limites. Warm, c'est plutôt tiède, on dit plutôt tiède en français. Oui, c'est tiède, c'est de la matière noire tiède. Il y a aussi vote. Oui. Et après, il y a le débat de ce dont elle est faite, le genre de particules, etc. Et ça, on ne sait pas, mais on sait certaines choses. Par exemple, la quantité d'énergie.
Là, entre la droite et la gauche, on peut mesurer ce qui est permis, en tout cas. Parce qu'on a un niveau de statistique, c'est plus ni moins. On peut remettre la lumière. Oui. C'est la réponse. D'autres questions? Merci beaucoup pour votre exposé, ça fait rêver, c'est une information scientifique. Une question que je me pose une trentaine de fois, personne ne me répond. C'est quelle est la taille de l'univers quelle taille il avait à 380 000 ans, quelle taille il avait il y a 1 milliard d'années, et vraiment, on a les lumières. Même si jamais les échelles sont rien à voir, parce qu'au début, le temps était après 10 ans, le temps était arrêté. Donc je sais que c'est une évaluation, mais quelle était la taille à 380 000 ans et à 7 milliards d'années hier, comment se sont passées les densités? La réponse, c'est qu'on n'a aucune idée. Pour revenir à mon analogie du champ en brouillard, on voit ce qu'on voit. Voilà. Ce qu'on voit autour de nous, à la taille de l'univers observable, et tant qu'on voit, il n'y a pas de limite. Ça continue. Le fond continue à s'éloigner et on ne voit pas la limite de l'univers. C'est pas la taille de l'univers actuellement, hein, et me dire que c'est à 13,8 observable et que c'est 45 milliards vraisemblablement ce qui est parti du Big Bang. Non, c'est pas ça. La taille pour mesurer l'accélération, par exemple l'inflation, quelle était sa taille à 380 000? Est-ce que c'était 380 000 années-lumière? Sûrement pas. Non, on n'a pas besoin de connaître la taille pour calculer l'inflation, c'est une distinction. Toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres. Il n'y a pas de taille. Toutes les galaxies que l'on voit étaient au même endroit. Elles étaient toutes à la même distance de leur voisine. Si on était à un autre endroit, on verrait une autre partie. C'est simple. C'est comme si on avait ces points américains qui sont dans une salle, quand on appuie dessus, ça s'éloigne. C'est la même chose, on n'a pas besoin de fini pour pouvoir être compressé. Que le truc soit de cette taille, on 10 fois plus, ça prend la même durée pour le réduire à un point. Que tous les points se rapprochent de leur voisin à la même vitesse. On n'a pas besoin de savoir la taille pour ça. Quand vous aviez 7 ans, vous n'aviez pas la même taille que maintenant. Donc l'univers devrait avoir dans 7 milliards d'années une certaine taille. On ne sait pas, parce que quand on voit, il n'y a pas de limite. Ok, question suivante, est-ce que... On sait pas. Question. Est-ce que la théorie des univers multiples peut s'intégrer dans la théorie de la révolution que vous avez décrite? Oui, c'est juste qu'il n'y en a pas dans l'univers visible. Dans notre univers visible, l'univers, toutes les couches qu'on voit ont l'air assez normales, assez plates. C'est pas si compliqué que ça en fait. On voit de plus en plus loin, jusqu'à la limite, et de ce qu'on voit, il n'y a qu'un seul univers. Après qu'il y en ait d'autres en dehors de ce qui est visible, ou peut-être dans d'autres dimensions, oui, mais de ce qu'on voit, il n'y a pas de preuve. Monsieur, et ensuite, Si la réalité n'était pas consciente depuis le début des changements, et si vous voulez, c'est sur les intentions de la lumière et du constant. Ça a été testé de plusieurs façons. Par exemple, on peut regarder dans ces galaxies primordiales, dans certains cas, elles ont des jets, donc on peut voir à quelle vitesse la lumière se propage à travers les jets. Donc on peut mesurer, par exemple, une galaxie qui était tout au début, la vitesse de propagation de la lumière à travers la matière, c'est possible, mais c'est dur. Après, les autres constantes de la nature, comme la constante de Planck, les constantes atomiques, alpha, bêta, etc., ces constantes-là, on peut mesurer très précisément grâce aux transitions atomiques, à la spectroscopie. Et toutes ces constantes ne montrent aucun signe de changement
même au niveau du 10e de pourcent. De ces galaxies primordiales jusqu'à aujourd'hui, le type de lumière qu'elles émettent, le type d'atomes, le type de physique atomique est exactement le même. C'est assez décevant. On a cherché. Monsieur. Une question de galaxie elliptique, une galaxie spirale. Je n'ai pas très bien compris qu'est-ce qui déterminait la morphologie d'une galaxie. C'est en partie le nombre de collisions et l'angle de collision. C'est un procédé assez chaotique. En gros, ça dépend si la totale du moment rotationnel, si la totale du moment rotationnel devient zéro ou pas. Par exemple, si deux galaxies se collisionnent et que leur centre se touche, là, on va perdre le moment. Parce qu'il va y avoir de la friction entre le gaz, ça va devenir un globe, alors que si ça passe à une distance un peu plus grande, ça peut se rattraper. Donc au final, c'est un processus très très chaotique. Donc c'est un peu le hasard. C'est un peu le hasard. Il y a des extrêmes. On peut avoir des elliptiques assez petites, si la collision a été particulièrement destructrice, des petites elliptiques ou des grandes spirales, mais en moyenne, c'est des grandes elliptiques et des petites spirales. Encore une question. Vous parliez, s'il vous plaît, des étoiles primordiales tout à l'heure. Vous parliez des étoiles primordiales, vous avez fait des observations. Je voulais savoir, à plus haut, est-ce que vous distinguiez un bruit aussi ténu que celui que vous produisez une étoile primordiale au milieu du brouhaha de toutes les autres étoiles, galaxies et autres apparitions qui sont venues après. Et voilà. Oui, c'est pour ça que dans cette conférence, je crois que le résultat final, que ça prend beaucoup de temps à expliquer tout ça bien. Oui, il faudrait que j'arrête une lumière. En gros, les fondés, c'est très difficile. Je vais vraiment chercher une aiguille dans une boîte de foin. Mais une fois qu'on a une liste de candidats, les confirmer, c'est plus facile. Enfin, notre pourcentage de réussite de confirmation de candidats est à peu près 10%, donc on va dire que c'est si facile que ça. Mais quand on voit une galaxie primordiale, ça ne ressemble à rien d'autre. C'est grâce à la spectroscopie qu'on voit ça. Ça a des émissions, par exemple, de l'hydrogène, à exactement la bonne série. Exactement les bons espacements, juste redshifter toutes ces lignes. Donc ça n'arriverait pour aucune autre raison. C'est la réponse. Une dernière question. Vous avez montré la toile cosmique, on voit très bien, bien sûr, les yeux, les bras, etc. Et alors, il y a voilà, c'est ça, il y a des vies dedans. Alors, quand c'est dit que s'il y a des gaz, qu'est-ce qui remplit ces vies, c'est pareil entre les bras et les yeux. Entre les bras spiraux, il y a beaucoup de gaz. Il y a du gaz chaud, c'est le gaz qui est laissé par la convection stellaire, qui est trop chaud, le gaz bleu qui s'échappe, ça reste. Les galaxies sont assez pleines de gaz en fait, à grande échelle. Ces vides sont très très vides, ils contiennent en moyenne moins d'un atome par mètre cube. Wow. Et ce n'est pas du gaz neutre. Ce gaz reste ionisé à cause de l'énergie ultraviolette des étoiles et des trous noirs qui sont situés autour. C'est-à-dire que s'il y a assez d'énergie pour que ce gaz reste transparent. C'est l'hydrogène, vous avez? C'est surtout de l'hydrogène. Mais à terme, oui, quand toutes les étoiles s'éteindront, dans 500 lignes de mon diagramme, là, oui, ça redeviendra opaque. Bon, mais écoutez, je crois qu'on va arrêter là. On remercie beaucoup. Je vais vous donner sa présentation que je mettrai en ligne sous vos traces avec les animations et avec le compte rendu. Et je vous souhaite un bon retour. Je vous donne rendez-vous pour le 14 décembre. Et la réservation commence à partir de 9h et pas avant 9h. Vous dormiez. Bonne soirée, bon retour et merci.